משה אומר אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Donc cette émission, vous pouvez l'écouter sur les ondes de la radio juive de Marseille, 90.5, évidemment en podcast, en allant sur le site de Radio JM. Voilà, bonjour Noah, toujours à la régie, toujours avec le sourire, même si on est un petit peu en retard. Elle accepte tout, c'est un plaisir. Avant de vous présenter mon invité, évidemment que vous savez que nos otages sont toujours otages, que la guerre n'est pas finie. Et donc un petit moment comme ça de réjouissance avec la chanson d'Eyal Golan, Am Israël Rai, quelques notes de musique avant de commencer l'émission. Merci Noah. Am Israël Rai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה אמונה. Merci beaucoup Noah pour ces moments musicaux. Donc je vous le disais, aujourd'hui je vous présente mon invité que vous connaissez tous très très bien. Et à chaque fois de les recevoir, parce qu'habituellement ils sont deux, il est toujours accompagné de on va dire de son binôme, Karine Gassin, qui était responsable du département éducatif de la jeunesse juive, le DEJ, et Daniel Benaïm, responsable du DROR. En général, je les reçois tous les deux ensemble, et à chaque fois que je les vois, c'est un bonheur, parce que d'abord c'est un bain de jouvence, Daniel, et puis je le dis même quand vous n'êtes pas là, que vous êtes pour moi vraiment la vraie articulation de la communauté, parce que la jeunesse c'est le poumon, sans le poumon on ne peut pas respirer, et grâce à Dieu ces derniers temps, aussi bien toi que Karine, que les mouvements de jeunesse arrière qui se réveillent un petit peu à votre image, ont donné un peu d'oxygène à cette jeunesse qui en a bien besoin, car ce sont eux les cadres de demain, et vous avez une responsabilité énorme. Daniel, bonjour. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Alors Daniel, tu sais qu'on va bien sûr parler du DROR, mais tu sais aussi que quand je suis à côté de toi, à travers l'accent, à travers ce son israélien que l'on entend, ces vocalises, j'ai envie de te parler aussi librement de la situation en Israël. Je pense que tu t'en doutais pas. Oui, mais j'imagine que comme beaucoup de monde, on ouvre avec ça notre journée, on y passe un moment lent, moins lent, plus lent sur les infos, le journal, la radio, la télé, les amis, la famille. Et puis on la termine aussi, souvent. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est présent. Parfois, je dirais trop présent parce que c'est ça. Ça prend la tête. Ça prend tout. Et avec à la fois un sentiment d'urgence et un sentiment d'impuissance, parce qu'on est loin, on est impuissant pour le coup, on n'est pas décisionnaire. Voilà. Je vous rappelle que Daniel est né dans un kibboutz, que ses parents y vivent encore, donc il a une vraie vision de la vie israélienne, des gens qui ont créé l'État d'Israël en fait, parce que je veux dire aujourd'hui les choses ont évolué. Mais c'est vrai qu'au départ, l'État d'Israël a été fondé sur ses frontières kibbutzniques, avec tous ces hommes que nous avons connus, qui ont pris après des responsabilités politiques de manière assez exemplaire et assez exceptionnelle. Et puis il y a des gens qui sont toujours restés au kibbutz, comme tes parents, Daniel, qui sont bien d'ailleurs, de ce que j'entends. Et donc pourquoi j'aime avoir Daniel à mes côtés? Parce que c'est vrai, comme tu as dit, il y a les infos, il y a la télé, il y a les journaux, mais je suis arrivé au stade personnellement où j'ai vraiment filtré toutes ces informations. Oui. Je m'excuse de le dire, on va faire un peu de pub, mais c'est pas grave. Je suis à l'écoute de CNews et de I24, parfois un petit peu BFM ou LCI, et bien sûr Radio JM, puisque c'est elle qui nous donne les infos de la communauté et les infos d'Israël. Et je voulais te dire, Daniel, dimanche soir, j'étais à la conférence de Mathias Sinbar. Très bien. Qui a été exceptionnel comme à son habitude. On rappelle que c'est aussi un ancien Marseillais qui a travaillé à la radio, qu'aujourd'hui un journaliste expérimenté et spécialisé. Et il a dit des choses assez surprenantes, puisqu'on a parlé avec lui de la relation israélo-américaine. Il a parlé de Macron, mais il a plus
présenter un clown qu'un homme politique en D'accord. parlant de Macron. Et je pense que la salle lui était complètement acquise, évidemment. Et puis il nous a dit des choses un petit peu compliquées, un petit peu dures, que j'ai souvent dit, mais que je n'ai pas osé dire à la radio. Et là, je vais peut-être le redire, puisqu'il s'est... Au nom de Mathias Silva. Voilà, au nom de Silva. Il a dit en fait, Daniel, et c'est là que j'aimerais avoir ton avis, que Israël, donc depuis 1948, a vécu des guerres presque répétitives. Et à chaque fois, on a dit Israël a gagné. Et Mathias Sinbar dit qu'Israël, en fait, n'a jamais vraiment gagné ces guerres. C'est-à-dire qu'il a dit que, et je le cautionne, mais alors à 10 000%, a priori, quand tu gagnes une guerre, ton ennemi, il met des années, des décennies, voire des demi-siècles ou des siècles pour se reconstruire. Et là, en Israël, malheureusement, ou heureusement d'un autre côté, que les guerres ont toujours été très courtes, très rapides, mais 3-4 ans après, on avait l'impression qu'on était reparti comme en 14, comme on dit. Et là, cette fois-ci, la guerre dure depuis près de 2 ans. Nos Khayalim sont fatigués, notre politique est fatiguée. Alors, ton point de vue, Daniel, est-ce que tu penses qu'Israël n'a jamais réellement gagné ces guerres ou n'a pas réellement gagné la paix, peut-être? C'est plutôt une autre image. Et comment tu envisages, comment tu vois les jours, les semaines et les mois à venir? C'est effectivement un argument que je n'ai pas forcément entendu avant. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Mais c'est un argument qui peut être exprimé qu'avec un certain recul historique. Bien sûr. Parce qu'effectivement, si on regarde la guerre par excellence, qui est considérée comme une victoire, et la guerre des 6 jours. Voilà, la guerre des 6 jours, à la fois très courte, contrairement à ce qu'on vit en ce moment, à la fois historique dans le sens où des grands terrains qui sont récupérés, qui sont occupés, qui sont pris, et des lieux historiques et au peuple juif qui sont récupérés, comme la Jérusalem évidemment et le mont du Temple et d'autres. Et puis bien des fronts différents. Pardon, Nelson, de te couper. Récupérer, oui. C'est vrai, mais il faut oublier quand même que le jour même, Moshe Dayan avait donné les clés des lieux saints aux moutiers de Jérusalem. Alors donc, justement, alors c'est peut-être ça nous ramène peut-être à cet argument de Mathias Sinbar que je connais pas vraiment, et donc je connais pas. Il n'a pas parlé son du affiliation tout politique. Il n'a pas du tout parlé politique. Il a été complètement clair là-dessus. Il a dit « Je ne me donnerai pas mes positions politiques, ni ici, ni là-bas. » Je comprends. Et pour faire un commentaire sur son argument qui est intéressant, qui me questionne, qui me fait réfléchir effectivement, parce qu'on est en fin de compte, qu'on soit du camp de la paix, comme on dit en Israël, bien qu'on aimerait tous avoir l'idée qu'on est du camp de la paix, et le camp de la paix, ça veut dire, c'est facile entre guillemets de souhaiter la paix. Il faut aussi faire des démarches pour. Et, ça existe dans nos prières, ça existe dans nos réflexions, dans nos souhaits et quotidiens, mais il y a des démarches concrètes qui doivent être faites aussi, à mon avis. Mais je pense que ça, effectivement, peut-être, je sais pas, on parle par exemple de comment vaincre le Hamas. Alors certains disent, ça n'existe pas, vaincre le Hamas, ce n'est pas possible, parce que le Hamas est une idée, est une idéologie, est un concept. Donc même si on imagine tuer ou je sais pas comment dire, arrêter le dernier des terroristes du Hamas, le dernier du membre du Hamas. D'ailleurs, ça a l'air d'être assez imaginaire comme concept. On n'a pas tué l'idée, on n'a pas tué l'envie on n'a pas tué la haine, on n'a pas tué, tout ce qui existe déjà bel et bien dans la charte du Hamas, mais bien au-delà, on le sait très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gagner cette guerre? Est-ce que c'est pour cela qu'elle se poursuit autant de temps parce qu'on a envie de voir un résultat qui est différent? Effectivement, dans le collectif israélien, il est hors de question de reprendre la situation du 6 octobre dans le sens où les habitations frontalières vivent encore sous un danger existentiel. Ça, c'est terminé. C'est terminé dans la tête, déjà. D'accord?
Mais on est dans une situation, et là, la société israélienne, voire la société juive du monde entier, est divisée sur la question de la priorité. Quelle est la priorité? Est-ce que c'est la priorité? Et ça, ce sont des décisions politiques, d'accord? Il faut le comprendre. Est-ce que la priorité maintenant est de faire tout ce qu'on peut dans la mesure de sécurité, dans les mesures du bon sens et de sécuriser un futur proche et lointain? Est-ce qu'on doit tout faire pour ramener nos 56 otages, si je dis pas de bêtises, vivants ou morts, ok? Parce qu'il n'y a pas de... Comment dire, il y a plus d'urgence, évidemment, pour les otages vivants, mais ils ne sont pas moins importants, ceux qui sont assassinés soit le 7 octobre, soit en captivité. Ou est-ce que la priorité, c'est d'arriver à un point où le Hamas est à genoux, on va dire, à un point où la situation à la fois politique, à la fois logistique, à la fois étatique, entre guillemets, parce que c'est pas un État, de la bande de Gaza et autres. Et sans Hamas. C'est-à-dire sans menace vue pour l'avenir proche et pour l'avenir lointain. Et ça, c'est une question qui, bon, j'ai dit des mots forts un petit peu, mais qui déchire la société israélienne et qui est extrêmement difficile aussi à répondre. D'abord parce que ça ne dépend pas que de nous, ça ne dépend pas, enfin, le gouvernement israélien, on peut le critiquer si on n'est pas d'accord, on peut adhérer si on est d'accord, mais il agit pas dans un espace vide. On a quand même nos ennemis qui font aussi selon leur intérêt et leur point stratégique. On a les modérateurs, je sais pas comment on les appelle, Qatar, Égypte, les États-Unis et compagnie. Ça semble être très très compliqué et on n'en sait pas tout comme d'habitude dans les questions de sécurité. C'est pour ça, donc je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je comprends ton besoin de limiter tes sources et des informations, ou même le temps durant lequel tu regardes telle chaîne ou telle émission ou tel commentateur. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose, ou de vivre même, pendant un long moment, les mêmes questionnements. Et moi, ma solution, c'était favoriser la lecture que le regard à la télé, les commentateurs, qui, il me semble, je sais pas à 100% vrai, mais il me semble répéter à peu près la même chose. Et convaincre les convaincus. Et ne pas trop me mettre en défi de réflexion. Et puis je me mets à l'effort de lire aussi, parfois ça me met hors de moi, hein, mais de lire aussi des journalistes ou des commentateurs avec lesquels je ne suis pas d'accord, presque d'avance parce que je les connais déjà. Mais non, mais en plus, je veux dire, même en ce moment là, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais le coup de la flottille là qui devait arriver vers Gaza, oui. Quand tu vois certaines télés qui te disent qu'il y a 4 Français ou 6 Français en otage ou prisonniers de l'État d'Israël, j'ai envie de hurler, de casser la télé, quoi. Je veux dire, oui. il faut arrêter le cinéma. Et là-dessus, Mathias Sinbar il a dit un truc très important. Il a dit, on va certainement gagner cette guerre, je veux dire, et on y croit tous, on en est certain, mais la guerre de communication, on l'a perdue depuis très longtemps et on ne pourra plus la gagner. Et la force qu'a eu le Hamas cette fois-ci, en dehors d'avoir pris nos enfants en otage, la deuxième force qu'il a eue, c'est de diviser le pays. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une division énorme dans ce pays et Israël n'a jamais été aussi fort quand elle était dans l'unité, aussi bien avec la diaspora qu'avec l'intérieur du pays. Oui. Et c'est vrai que, juste pour conclure un peu ce moment-là, il a dit une chose qu'il faut retenir, et je m'adresse à tous les auditrices et tous les auditeurs, c'est que en Israël, qu'on ait des titites, qu'on ait une kippa, qu'on ait une boucle d'oreille, qu'on ait un tatouage, qu'on ait fait l'armée, que quelle que soit notre situation sociale, Israël n'est fort que si tout le monde se donne la main et qu'on ne regarde pas l'extérieur, mais qu'on regarde le cœur de chacun. Parce que c'est avec un seul cœur et un seul peuple qu'on pourra arriver à une victoire. Et la victoire, évidemment, ça sera non pas de tuer des milliers de personnes. Je pense pas que ce soit l'objectif d'Israël, mais c'est d'arriver à sécuriser son État. Et dernière chose, Daniel, je pose une question là-dessus. Oui. On sait tous que le chef d'orchestre, c'est l'Iran.
C'est-à-dire que le Hezbollah, les Houthis, même en Judée-Samarie, le Hamas sont des tentacules et sont dirigés par l'Iran. Donc, où j'étais un peu déçu, c'est depuis la position de Trump, en laquelle, personnellement, je m'excuse, je m'avance un peu, je n'ai aucune confiance. Il avait promis monts et merveilles, il allait même détrôner l'Iran et on aurait tout détrôné. Donc là-dessus, j'ai posé la question à Mathias Inbar et je lui ai dit, Israël et Trump, un mariage d'amour ou d'intérêt? Il m'a dit que d'intérêt. Je pense. Voilà, je voulais Mais c'est vrai point pour Trump, pour n'importe qui, je dirais. Bon, parfois on peut le voir dans ses déclarations très directes. Il veut pas de guerre. Comme n'importe qui veut pas de guerre, mais lui, davantage, il veut pas de guerre. Déjà, on gagne pas de l'argent, d'accord? C'est des ennuis, ok? C'est compliqué à gérer. C'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour le calme. Et ça le dérange. Je le comprends. Cas, bref. Pour l'instant, il continue à jouer au Monopoly dans la région. Il achète tout ce qu'il peut acheter. Oui. Et bon, la question de l'Iran, on a l'impression qu'elle évolue tous les jours et de manière particulière en ce moment. On a vu hier Netanyahou sortir de son procès. Bon, ça c'est une autre question, c'est un autre sujet pour le coup. Sortir de son sujet parce que il y avait cette fameuse. Plus tard, on a compris que c'était un appel important avec Trump. Par rapport, entre autres, d'après les journalistes, la question iranienne. Alors, encore une fois, on se demande, comme l'Iran fait un peu opposition aux exigences assez fermes quand même des États-Unis par rapport à leur capacité future d'enrichir de l'uranium, etc. Et est-ce que c'est encore on joue à qui dit on arrête le premier? Est-ce que c'est les États-Unis qui vont signer un accord qui n'est pas forcément celui qu'on a espéré, ou est-ce que c'est l'Iran qui va comprendre qu'il a trop à perdre? Mais on a presque l'impression que Trump utilise d'une manière Israël, Netanyahou, le gouvernement, voilà, pour ajouter une menace militaire sur l'Iran dans ces fameuses négociations, etc. Et puis, donc on a un bras de fer. Ça dure, on a un bras de fer qui va bientôt tomber. Quoi, et si on est aussi un petit pion dans quelque chose qui est bien plus large que. En tout cas, il a dit une chose. Il a dit, écoutez-moi bien. Il a dit, en parlant de la communication, il a dit, Israël n'a jamais été aussi fort. Bien sûr que s'il était uni, n'en parlons pas, c'est évident. Mais il n'a jamais été aussi fort que quand il ne parlait pas. Ah oui. Oui. C'est-à-dire que il a dit quand on parle pas, on agit. Quand on parle, on perd du temps. Voilà. Donc on va. C'est une question qui n'est pas nouvelle, ni depuis la guerre actuelle, ni depuis quelques dizaines d'années. La question, en hébreu, on dit la hasbara. Tout le monde connaît peut-être ce mot-là parce que au-delà d'être un simple mot en hébreu qui veut dire l'explication et par extension un peu la diplomatie externe d'Israël, qu'elle soit officielle ou non officielle, parce qu'on a des tas d'influenceurs aujourd'hui qui font le job bien mieux que l'État d'Israël pour le coup, mais on est perdant. Des années, ça fait des années qu'on est perdant, donc à la fois parce que le monde civil plutôt est beaucoup plus sensible aux faibles, on va dire. Alors, d'une partie... Aux soi-disant faibles. Voilà, soi-disant faibles, d'un côté. De l'autre côté, je pense, et ça pour le coup c'est un vrai sujet aussi, et à la télé israélienne, je pense que c'est une décision plutôt qui va pour toutes les chaînes. On ne montre que très rarement des images de Gaza. Les troupes, oui, dans Gaza, certaines opérations, etc. Mais on ne montre pas ni la population, ni toutes ces images qu'on peut voir dans des chaînes françaises, américaines, qataries, peu importe. Oui. La souffrance est réelle à Gaza. On ne peut pas la dessiner autrement. Et je pense que cette mission de Hasbara est à la fois difficile parce qu'il y a une vraie souffrance et donc une envie générale que la guerre se termine. Et de l'autre côté, parce que effectivement, il y a un échec. Il y a un échec et on le voit et on a des spécialistes, je le vois dans les panels télé ou dans le journal, etc. On a des spécialistes, encore une fois, du monde
comment dire, de privés. Pas des représentants ni du gouvernement, ni des ministères, etc. Mais qui disent on est en train de perdre parce qu'il n'y a pas de politique claire, il n'y a pas quelque chose qui est mis en place il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de... Et donc on fait des fautes constamment, comme si le monde évolue dans le sens de la communication très très vite. Moi-même, je ne suis pas sur TikTok, ni sur machin, ni sur truc. Et je pense qu'il faut agir différemment. Bon. Alors un dernier mot, parce qu'après il nous reste 5 minutes pour parler du drôle, qui était théoriquement le but de l'émission, mais c'est pas grave. En tout cas, juste un petit mot en conclusion. Nous avons besoin de rester tous unis et forts les uns avec les autres. Sachez qu'Israël a besoin de la diaspora comme nous avons besoin d'Israël, évidemment. Donc continuons à prier, à donner, à faire du volontariat, à soutenir la jeunesse, à soutenir tous les gens. C'est une des plus grandes leçons d'après le 7 octobre. On finit avec... On est différents, l'un avec la kippa, l'autre sans la kippa. Comme il a dit Marc, croyants, non-croyants, laïcs, kibbutz, ville, séfarade, ashkénaze, on le sait. C'est notre peuple. Amechad. Et il faut travailler. Ça vient pas tout seul. Il faut travailler le dialogue et c'est une vraie mission de notre génération, de la génération de nos enfants. C'est une sacrée mission. Il sera en Israël, mais en diaspora aussi. Et il faut le savoir, on le dit pas souvent. Et moi, en tant qu'Israélien, je vous le dis, juif de France, vous avez beaucoup à apprendre à la société française par rapport à ça. À la société israélienne. On avait compris. Alors, Daniel, je te laisse les 4 minutes qui restent pour nous parler du Dror. Au niveau des Mahaneh, au niveau des camps qui se préparent, au niveau de ton activité. Donc, parce que tu fais plein de choses. Oui, alors c'est vrai que l'activité, alors j'espère qu'on a fait notre réputation déjà depuis un moment. Et déjà, le Dror existe depuis des dizaines d'années, mais c'est vrai qu'on a des activités hebdomadaires, on a des chaverim, donc des jeunes, petits et grands, moyens, des madrichim, des animateurs. C'est très riche. On vient de finir une activité où pratiquement toutes les semaines, on avait une activité. Et il y a quelques semaines, nos 2 bogrottes, nos 2 jeunes cadres en service civique chez le Fonds social, ont initié une journée de Maccabiade. Et avec les autres mouvements de jeunesse. Et pour le coup, il y avait le DEJ et il y avait les EI. Donc, c'était magnifique à l'école de Yavne. Donc, je remercie monsieur le directeur de l'école Yavne et puis toute l'équipe de nous avoir prêté les locaux. C'était magnifique de voir 150 gosses et avec leur propre cri, leur propre chant, leur propre couleur. Et je suis très heureux de vous annoncer que le Dror a quand même remporté la coupe, mais c'est surtout un bel événement qui nous pousse encore à travailler et j'encourage tous les parents, tous les grands-parents d'envoyer les enfants dans les mouvements de jeunesse plutôt qu'à des colos lambda. Exactement, parce qu'il y a un suivi toute l'année. Il y a aussi ton activité cinéma, Daniel, qui marche bien. Oui, alors, c'est ce qu'on développe. On a décidé au sein du bureau, c'est vrai que moi je le pousse de manière un peu personnelle aussi, mais le bureau et puis l'équipe tout court de l'Abonim d'Or me suit. J'aimerais, et c'est déjà un peu le cas, j'aimerais que l'Abonim d'Or, le local de l'Abonim d'Or de Marseille, devienne un peu le point israélien de Marseille. On a un consulat, Uri s'occupe bien de nos passeports et de nos demandes. On a évidemment la radio, le CRIF, le Fonds social. Mais j'aimerais qu'il y ait un coin dans lequel on peut rencontrer Israël, on peut parler hébreu, on peut traiter n'importe quel sujet de manière très ouverte, sans tabou et en rapport avec Israël. Et ça le devient. On a initié, donc depuis maintenant presque 2 ans, une rencontre mensuelle autour du cinéma israélien. Hier, on avait la rencontre du mois de juin. On avait un très bon film qui a gagné l'Oscar, enfin le César, voilà, le César à Cannes en 2011, si je dis pas de bêtises. Et chaque mois, on se rencontre autour d'un film. On le regarde, on projette un très bon film et on le commente avec mon ami Xavier Nataf, qui fait le côté cinématographique et moi et le côté sociétal, et c'est un très très bon moment. On vient de finir ou presque la mise en place d'une bibliothèque avec quelques centaines de livres en hébreu, des romans, de livres Kodesh, de livres pour enfants, pour la petite enfance. Ça va être ouvert pour toute personne. Je travaille main dans la main avec des amis de la petite communauté israélienne de Marseille.
et faut savoir qu'elle existe. Et donc l'idée, c'est de développer de plus en plus d'activités autour de l'hébreu, autour d'Israël, et de manière complètement ouverte. Je crois, Daniel, que tu corresponds exactement au profil qu'on devrait donner à notre communauté, que ce soit un exemple pour tout le monde. Donc vous avez compris que la jeunesse bouge à Marseille, la communauté bouge. Donc avant de finir cette émission, je voudrais aussi dire que Daniel s'occupe d'Ulpan, et j'ai lu il n'y a pas longtemps que j'ai des Ulpan en fonction des niveaux et en fonction du souhait, c'est-à-dire des discussions avec dans la rue, dans un café, de manière à arriver en Israël et être tout de suite assez pratique pour déjà se faire comprendre un petit peu. On est plusieurs à donner des cours d'hébreu moderne, c'est important de le dire. Et à Marseille, avec mon ami Iris Petel, Estelle et Amar et d'autres, ce sont des cours d'Ulpan, des cours d'hébreu et centralisés par l'Organisation sioniste mondiale qui nous a aussi fait venir Mathias Inbar, pour le coup, qui fait beaucoup d'initiatives. On va fêter ce 26 juin la fin d'année des Ulpanines ici en bas dans la salle Paul Benaïm de Judaïcité. Et donc déjà, je fais un appel à tous les élèves de n'importe quel cours d'hébreu à Marseille et de s'inscrire à cette belle fête de fin d'année. Moi-même, je suis en train de rédiger un quiz sur Israël avec avec des prix importants pour les gagnants. Et puis c'est une vraie fête. On a des cours à des niveaux différents et on parle, on écrit, on lit, on chante, on regarde et on essaye de le diversifier. Et puis encore une fois, c'est de l'hébreu moderne à l'israélienne. Voilà, il suffit d'écouter Daniel pour se sentir bien, on est beaucoup mieux, on sent qu'il y a du dynamisme, de la volonté, de l'énergie, de la jeunesse derrière tout ça. Daniel, je te félicite pour tout ce que tu fais, toi et l'ensemble des mouvements de jeunesse. Tu sais qu'ici, tu seras toujours le bienvenu. Et c'est quand le prochain film ? Le prochain film, alors, si Dieu veut, le 1er juillet, juste avant le départ si Dieu veut, on y sera à nos machanot, à nos camps d'été. Merci Noah pour la régie, merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir écoutés. Donc n'oubliez pas les podcasts sur la radio juive de Marseille et puis restons tous unis et puis nos problèmes personnels on les verra après. Bonne soirée, bonne journée et bonne fin de semaine. Au revoir.